Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère le docteur Raphaël Ekamba. Merci de me recevoir chez vous. Merci pour les abonnements, merci pour les likes, merci pour les commentaires. Merci pour le partage. Alors je vous prie, mes deux dernières vidéos, partagez-les parce que je vais peut-être atteindre un peu 1000. Nous sommes à peu près à 600 quelque chose. Ça sera une bonne chose. Aussi pour les abonnements, si vous me donnez seulement à peu près 14 abonnements, je serai à 4000 abonnés. Alors vraiment, je vous demande de m'aider. Merci beaucoup pour cela. Aujourd'hui, je voulais parler de Vital Kamerhe. D'après mes observations, et je suis en train vraiment d'observer ces déclarations et je constate que j'ai vraiment un mauvais sentiment. J'ai un très mauvais sentiment dans mon ventre à propos de ces messieurs. Je ne sais pas pourquoi, mais avec ça, je me suis réveillé. Des mauvais, c'est pourquoi j'en parle. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec lui. Il n'est pas honnête et il n'est pas clair. Alors, ce qui me fait dire que il est en train de jouer un jeu. Je ne sais pas lequel. Et c'est ce qu'on va un peu analyser. Après, dans ce contexte-là, je vais parler aussi de Costa Mutamba et de Costa Mutamba. Je veux parler aussi de ce que Trump a dit à propos d'Emmanuel Macron. Et on va voir si vraiment le Seigneur nous donne encore quelques idées pendant que nous sommes en train de développer tous ces sujets. Mais dans un premier temps, toutes les spéculations qu'il y a, c'est à propos de l'absence prolongée de M. Paul Kagame. Pour moi, personnellement, qu'il soit mort ou qu'il soit vivant, peu importe, parce que s'il est mort, notre situation n'a pas encore changé. Notre situation, c'est que les militaires rwandais doivent quitter la partie est de la République démocratique du Congo. Les AFC M23 doivent désarmer. Nous, on veut ce deal. Nous, on veut avoir ce deal, ces accords de paix. Nous voulons voir ces accords de paix exécutés. Je ne sais pas, il y avait une réunion du conseiller spécial du président de la République à Kinshasa sur la réforme de la sécurité et avec Bitou Keïta. Je ne sais pas si vous avez écouté la déclaration de Bitou Keïta pendant cette... Nous sommes fermement opposés à ce qui est de l'impunité et à ce qui est ce cycle de violence qui continue. Donc, fermement opposés. Elle a utilisé les mots fermement. Alors, ça veut dire que vraiment, au niveau des Nations Unies, comme au niveau des États-Unis, il y a une certaine fermeté par rapport à la situation à l'Est. Alors, maintenant, il paraît, selon certaines sources, que M. Paul Kagame était peut-être malade, mais il s'est rétabli. Donc, il est tout à fait normal, mais il ne veut pas signer les accords de paix. Pourquoi? Parce que signer les accords de paix veut dire sortir de la République démocratique du Congo, veut dire aussi dissoudre de la AFC M23. C'est ce qu'on est en train de se dire. Hein. Donc, moi, c'est ce que je me disais depuis toujours, c'est une stratégie pour éviter d'aller signer les accords de paix, gagner du temps. N'oubliez pas qu'il est toujours pour ces histoires de... D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères a dit 50-50. Donc, pour eux, signer le deal, par exemple, le deal entre la République démocratique du Congo, ce deal-là, sécurité et minerais entre la République démocratique du Congo, c'est une histoire de vie et de mort pour le Rwandais. Donc, ils sont en train de travailler pour que ce deal-là n'arrive pas. C'est d'ailleurs même dans ces contextes-là, que Olivier Nduhungirehe en a parlé de 50-50, 50-50, gagnant-gagnant. Il ne faut pas oublier. Nous, on n'a pas besoin du Rwanda, c'est le Rwanda qui a besoin de la République démocratique du Congo. Cette guerre que le Rwanda est en train de faire, c'est tout simplement pour nous arrimer avec la République démocratique du Congo.
Donc, c'est pour être arrimé à la République démocratique du Congo, c'est ça que je voulais dire. Hein. Donc, autrement dit, ils vont tout faire pour trouver des moyens de tirer profit pour le Rwanda, parce que sans la République démocratique du Congo, le Rwanda ne peut pas exister, le régime de Kagame ne peut pas exister. Alors, c'est ce que j'étais en train de dire, que si on détruit, par exemple, l'armée rwandaise dans notre sol et même au niveau de Kigali, et ils le savent, même le régime de Kagame va tomber, mais aussi AFC M23 vont être dissous. Alors voilà, le président a choisi l'option diplomatique, mais on va voir ce que ça va donner parce qu'ils ont dit non, il n'y aura pas des accords d'ici le 15, on a dépassé le 15, mais n'oubliez pas, les États-Unis ont dit d'ici 15 juillet, donc d'ici la fin juillet, il y aura quelque chose. Non, mais il y aura quelque chose, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Nous sommes en train d'attendre. Je sais qu'on essaie un peu de donner peut-être aux Rwandais, de leur proposer une sortie honorable, on va voir, parce que j'ai l'impression qu'ils essaient un peu toujours de gagner du temps et de jouer avec le temps. Alors, moi je pense que tout ce qui est le plus important dans cette histoire, c'est cette histoire de dialogue intercongolais. Vous savez, vous écoutez ça dans la bouche de tout le monde. Vous écoutez ça chez les rebelles parce que c'est la seule sortie pour ces gens-là. Il n'y a plus d'issue. Je ne sais pas combien de fois je dois répéter, que ce soit pour les rebelles, que ce soit pour les opposants, que ce soit pour Senko et CC, que ce soit pour Vital Kamerhe ici. La seule personne maintenant qui a la clé de tout cela, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Alors, s'il accepte le dialogue, on va dialoguer, on va donner des absolutions et puis c'est fini. Même les Kagame, les Kabila, les Katumbi, comment il s'appelle là, notre frère là, Moutete, les Franck Diongo, tous ces gens-là ont simplement besoin de ce dialogue. Alors, c'est pourquoi je pense que tout tourne maintenant seulement autour du dialogue. D'ailleurs, quand vous suivez, j'ai suivi Moïse Nyarugabo chez, c'est Jean-Pierre, l'abbé Père Jean-Pierre Bojoko, et il y avait une émission, j'avais dit, il y avait une émission là-bas. Alors, ils étaient tout simplement en train de parler de ce dialogue-là. Ils étaient tous en train de demander le dialogue qui doit être piloté par la Senko et CC. Maintenant, tout simplement, je me pose la question, parce qu'il y a la guerre maintenant entre l'Iran et Israël. Alors, je me pose simplement la question, quelles sont les incidences que cette guerre peut avoir sur notre situation à l'Est? N'oubliez pas que souvent les guerres au niveau de l'Afrique sont souvent oubliées. Il ne faut pas qu'on se leurre. Hein? Souvent, quand tu as des crises, regarde, la crise a fait 30 ans chez nous, par exemple. C'est maintenant, depuis que Tshisekedi est là, que cette situation commence à en parler. Depuis la guerre d'Ukraine qu'on commence à en parler. Alors, vous voyez même la guerre d'Ukraine, depuis qu'il y a cette guerre entre Gaza, après Gaza, il y avait Hezbollah, après l'Hezbollah, maintenant avec l'Iran. Tous les conflits armés, même celui de l'Ukraine, est vraiment au second degré. Alors, il faut se demander qu'est-ce que ces conflits peuvent avoir comme répercussion sur le deal, sur les accords de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La première des choses qu'il faut savoir, Donald Trump a dit une chose qui est importante. Il est venu pour apporter la paix. Alors, il veut apporter la paix, non pas par la guerre, mais il veut négocier. Alors, il était en train de négocier avec l'Iran pour qu'il n'y ait pas une guerre, pour qu'il... c'est les programmes là, nucléaires de l'Iran. Ils abandonnent ces programmes nucléaires et comme ça, il va normaliser les rapports
diplomatique avec les États-Unis et tout ça. Alors, pendant ce temps, les, les Israéliens, ils ne pouvaient pas attendre. Ils ne pouvaient pas attendre. Ils ne pouvaient pas attendre. Ils ont la seule possibilité pour eux, s'ils veulent faire la guerre, vraiment détruire ces infrastructures nucléaires militairement, comme les Iraniens étaient en train de tergiverser, prendre du temps. Alors, ils voulaient profiter du temps d'un gouvernement américain qui leur est favorable pour finir cette affaire par la guerre, sachant qu'une fois s'ils attaquent l'Iran, les États-Unis vont, comme alliés, les États-Unis comme alliés d'Israël, vont intervenir dans la guerre. Ils vont finir cette affaire-là par la guerre. Alors vous voyez, ce que je voulais dire ici, c'est que si les Iraniens avaient tout de suite accepté de négocier, on leur proposait ça depuis Obama, on leur proposait de négocier, abandonner ces projets nucléaires, ces problèmes seraient finis. J'avais fait une analogie avec cela, avec le Rwanda, dans le sens où tout le régime, toute l'armée, tous les complexes militaires, que ce soit même l'arme nucléaire que l'Iran veut avoir, c'est pour protéger le régime, c'est pour protéger le régime des ayatollahs. C'est la même chose avec le Rwanda. Toute l'armée rwandaise, c'est pour protéger le régime de Kagame et protéger la population minoritaire Tutsi au Rwanda. Ça, c'est un autre problème. Mais ce que je voulais comprendre, c'est que Trump avait donné à ces gens-là la possibilité de négocier et de ne pas arriver à la guerre. Mais comme ils étaient en train de tergiverser, tout à coup, la guerre est venue. Et là, ma compréhension des choses, est-ce que les États-Unis vont entrer dans cette guerre pour finir cette histoire de programme nucléaire de l'Iran et peut-être aussi amener au changement de régime en Iran. C'est d'ailleurs le but. C'est d'ailleurs le but. Alors, c'est pour cette raison, je ne sais pas comment ça va se terminer avec le Rwanda, dans le sens où c'est la même posture, c'est la même posture. On est en train de donner une sortie honorable aux Rwandais, sortez, quittez, mais ils ne veulent pas. Alors moi, je m'imagine que ce ne sont pas les États-Unis qui vont venir faire la guerre pour nous. Il n'y aura pas de boot on the ground, comme on dit, ou qui vont envoyer des bombardiers. Le Rwanda, c'est un petit pays. La seule chose que je pense, si le Rwanda ne signe pas le deal, ça va se résoudre d'ici là par les armes. Et les États-Unis vont aider les FARDC pour déloger le Rwandais et les AFC. C'est pourquoi je vous assure, c'est la seule issue que je vois. Tout au moins, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se préparer. Il faut qu'on se prépare d'une certaine façon, militairement, diplomatiquement, pour que cette histoire de guerre, ce deal ne soit pas vraiment aussi courant et puis que le Rwanda ne profite pas de ces moments parce que Trump est maintenant occupé à diriger la guerre. Ce n'est pas une mince affaire parce que l'Iran, ce n'est pas un petit pays militairement aussi. Donc, ça va prendre du temps et même les secrétaires d'État, les conseils de sécurité des États-Unis seront occupés dans la direction de la guerre. Alors, pour cette raison, il faut vraiment faire beaucoup d'efforts pour que la situation de notre pays ne vienne pas aussi courant. C'est ce que je voulais dire. Qu'on perd de vue, c'est ce que je voulais dire. Alors maintenant, cela me pousse à parler de messieurs Kamere, monsieur Vital Kamere. Ok, moi je ne le connais pas. On dit de lui qu'il est intelligent, beaucoup de choses. Alors, personnellement, je ne sais pas à quoi on dit qu'il est intelligent, des choses comme s'il est professeur, je ne sais pas, il était ministre de l'économie. Personnellement, je n'ai rien vu. Jusque-là, il n'y a rien qui montre que Kamere, c'est quelqu'un, vous voyez déjà cette confusion de noms. Kamere, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose pour le Congo. C'est quelqu'un, parce que c'est ça les combles dans notre pays. Même les gens qui n'ont rien fait, on les ascense. Je ne comprends pas. Dans ces pays où nous sommes, on ne peut pas encenser quelqu'un s'il n'a rien fait.
Moi, je ne comprends pas la mentalité, mais chez nous, on ascense les gens comme ça, tout simplement parce qu'il est président de l'Assemblée, il a été... Alors, il faut montrer qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait. Tshisekedi, au moins, c'est pourquoi on insiste pour... Tshisekedi, s'il fait, même s'il ne met pas le route, mais il nous amène à avoir ce deal, il nous amène à avoir la paix. Il a fait quelque chose pour le Congo. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que Kamere est en train de travailler contre Tshisekedi. Kamere ne veut pas que Tshisekedi entre dans l'histoire. Il est jaloux. Il est plein de haine. Allez, je vais parler de ça tout à l'heure. C'est ça mon observation. Alors, la première des choses, je constate que le comportement de Kamere à la tête de l'Assemblée nationale est très inquiétante. D'abord parce que j'ai l'impression qu'il est en train d'utiliser ces perchoirs-là de l'Assemblée nationale. Il l'utilise vraiment pour affaiblir le président de la République de l'intérieur, de l'intérieur même du gouvernement. Il y a tellement de choses que j'ai observées où je me dis, mais quelle liberté! Quelle liberté! Pourquoi il dit ce qu'il dit? Pourquoi il fait ce qu'il fait? Alors, il paraît que non, l'un de ses petits frères a dit, nous sommes des faiseurs de rois. Et ça veut dire tout simplement que, et il pense vraiment que il paraît que c'est lui, Vital Kamerhe, qui a fait élire Tshisekedi président de la République. Et c'est pourquoi il cherche d'une certaine façon une certaine récompense, ou tout au moins il est déçu qu'il n'a pas été récompensé à l'auteur du travail qu'il a abattu. Moi, personnellement, et c'est ça mon observation, j'ai l'impression qu'Kagame vraiment est en train, Kamere, je voulais dire, est en train de soutenir d'une certaine façon les M23 AFC et même la Senko SCC. Vous savez, souvent, la Senko disait toujours qu'il y a des gens dans le gouvernement qui partagent, qui sont d'accord qu'il faut qu'il y ait de l'unité nationale, il faut qu'il y ait le dialogue national. Les gens qui sont au gouvernement, c'est ce qu'il dit, les gens qui sont au gouvernement. Qui sont ces gens qui sont au gouvernement? Je pense que c'est Kamere, je pense que c'est M. Bahati, je pense que c'est M. Comment il s'appelait, président, l'ancien premier ministre et actuellement président du Sénat. Le fameux équilibriste Sama Lukonde. Alors, je pense que ce sont ces gens-là. Donc, c'est tout un groupe de gens qui sont vraiment dans le Parlement, mais aussi au Sénat, mais qui s'opposent même aux idées du président de la République dans les institutions. Donc, ils sont d'accord avec la Senko SCC, ils sont d'accord avec l'AFC M23 par ricochet, ils sont d'accord avec Kagame. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, et c'est là où moi je vois vraiment le danger de messieurs Vital Kamerhe. Donc, il utilise cette position-là pour se préparer à être président de la République, ou c'est comme j'ai l'impression, il veut être premier ministre ou il veut être président de la République. Donc, il est en train d'utiliser cette position-là pour se faire lui-même aussi un nom d'une certaine façon. Ça, je l'avais constaté avec le prof Peruzzi, le gouverneur de Bukavu, quand il était au Sénat français. Et à cette époque-là, on m'avait dit qu'il était dans le parti de M. Vital Kamerhe. Alors, quand vous comprenez toutes les déclarations que Kamerhe est en train de faire, pardonnez-moi que je suis en train de le confondre tout le temps avec Kagame, alors ça me dit qu'il y a quelque chose, qu'il y a vraiment anguille sous roche. Je vais vous donner quelques exemples. D'abord, jusque-là, quand le président était en train vraiment de se concentrer sur le Rwanda, il a dit que c'est le Rwanda qui nous attaque. Vous savez qu'est-ce que M. Kamere a commencé à dire? Non, il n'y a pas seulement le Rwanda qui nous attaque, il y a aussi l'Ouganda. Alors que dans la communication, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme s'il voulait diminuer ces messages-là
enlever tout le fardeau du Rwanda et mettre de la confusion. Et il a fait ça, maître, Dieu merci, les gens ne l'ont pas suivi. Donc, il était quelqu'un qui voulait vraiment affaiblir ce message-là. C'est vraiment regrettable. Alors, vous allez voir qu'il a aussi instauré, je ne sais pas, une diplomatie parlementaire où il part partout là-bas en train de faire des discours. Et souvent, ces discours-là, c'est toujours pas le pays vraiment à des termes pas flatteurs. C'est comme la même chose que c'est que Senko et CCF. Alors, maintenant, par exemple, avec la présence de Kabila là-bas, il y a les défis qui sont tombés, la présence de Kabila, jamais il n'a vraiment eu une position claire et nette contre l'agression rwandaise, contre les gens de AFC M23. Et comme je viens de dire, les gens de Senko et CC disent qu'il y a des gens dans les gouvernements qui sont pour leur dialogue, mais qui ne veulent pas se dire qui sont ces gens-là. Moi, je vous le dis aujourd'hui, je suis convaincu de par mon observation, de par ce que, vous savez, de ce qu'Amère dit, je sais que c'est Kagame, Kamere, je sais que c'est M. Barati, je sais que c'est M. Samalukonde sont pour ce dialogue-là. Ce sont eux qui voulaient nous avoir. Ce sont des gens qui veulent vraiment affaiblir le président. Quand on a parlé de faire la révision de la Constitution, il était contre. Il était contre. Alors, voyez par exemple, alors je ne sais pas vraiment qu'est-ce que lui il veut, même quand M. Bemba était en train de parler contre Kabila, tout ça, lui il se mettait contre Kabila. Alors, ce qui me conduit aujourd'hui à cette histoire, non, je ne peux pas oublier l'activisme que lui, il a employé pour sauver Matata Ponyo. Pour sauver Matata Ponyo. Et créer même une crise institutionnelle seulement pour sauver Matata Ponyo. Alors, ceci m'a conduit beaucoup plus à cause du fait de M. Constant Mutamba. Donc, j'ai l'impression que lui, il est à la tête vraiment d'un complot pour vraiment pour vraiment abattre politiquement Constant Mutamba. Mais par cela, ils sont en train de viser plus haut, ils sont en train de viser les présidents de la République. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je ne peux pas oublier que quand il y avait la guerre au niveau de Goma et qu'on menaçait Bukavu, lui, il est sorti pour dire non, qu'il a des informations comme quoi Bukavu va tomber. Dernièrement, là, c'est lui-même qui est passé à la télé pour dire qu'il y a 318 morts dans les MOBA. Et j'ai vu même les moines de Simba et un groupe de délégués qui viennent de Tanganyika et tout ça. Tout à coup, on nous dit que c'est un cumul de crimes qui se passe depuis des années, c'est ce qui fait qu'il arrive maintenant à 318 morts. Il fallait attendre. À cette époque-là, les militaires sont sortis aussi pour démentir. Cette fois-ci aussi, les militaires sont sortis pour démentir. Alors moi, je suis en train de voir que derrière tout cela, il y a un grand complot. Qu'est-ce qui me pousse vraiment à croire qu'il y a un complot? Est-ce que vous avez vu que le ministre des Affaires étrangères, je dois lire ça, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda a réagi à cela. Il a dit, Olivier Nduhungirehe, quand l'accès des populismes, de xénophobie, d'idéologie génocidaire et la haine anti-Rwanda vous reviennent dans la figure à boomerang. Alors, moi, je me pose la question, à quoi ça lui concerne? Mais tout à fait, je vois tout simplement que ce ne sont pas de coïncidences. J'ai l'impression, c'est comme si il y a un travail qui s'est fait à partir de l'intérieur. Il y a dans le gouvernement, il y a dans les parlements des gens qui sont en train de travailler contre Félix Antoine Tshisekedi. Moi, je ne sais pas, mais ça, c'est mon observation. C'est pourquoi j'ai pas la paix à l'intérieur depuis les déclarations de M. Kamere. Moi, je ne le connais pas, mais je n'ai jamais fait quelque chose contre lui, mais j'observe tout simplement que ce monsieur est animé
de quelque chose l'anime, je ne sais pas quoi. Alors le président doit faire très attention, les gens de l'UDPS doivent faire attention et tout ça. Alors, moi, je ne sais pas ce que je peux dire là-dessus. Quand quelqu'un parle, par exemple, de l'autodétermination du Kivu ou qu'il me dit que Kivu va tomber, je ne sais pas ce que ça veut dire qu'il y a. Maintenant, il fallait que les militaires viennent même pour démentir qu'il y a les 318 morts. Alors, généralement, quand il y a quelque chose comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare vers la région de Tanganyika, il y a quelque chose qui se prépare vers Kivu. Il est au parfum de tout cela. Il est en coalition, ou il est informé par les rebelles. Il est informé par les rebelles. J'avais dit une fois que cette guerre nous montre qui est qui. Avec le temps, nous savons qui est de quel côté. M. Kamere n'est pas du côté de Félix-Antoine Tshisekedi. C'est un équilibriste. Maintenant, il n'est même plus équilibriste. Il s'est positionné. J'ai l'impression, c'est comme s'il y a une guerre entre lui et le président de la République. Ok, moi je ne sais pas, mais c'est mon observation. Alors je ne sais pas pourquoi cette cause, peut-être c'était le procès de 100 jours, l'humiliation qu'il a subie parce qu'il était peut-être, il se croyait populaire, il a volé l'argent, il n'a plus de popularité parce que vraiment il n'a plus de popularité. Hein. Alors, et c'est peut-être l'obsession d'être président, d'être premier ministre. C'est pourquoi je dis il faut faire attention avec Kamere. Il nous réserve encore des surprises qui ne sont pas positives. Je vais dire ceci. Vraiment pour finir ça, je veux dire ceci. Une fois je dis, je n'ai pas peur que Fayoulou soit à côté du président de la République. Je n'ai pas peur de cela, mais j'ai peur de Kagame, de Kamere. Vous voyez, je ne sais pas comment je suis en train de faire la confusion avec ça. J'ai très peur de Kamere. J'avais dit que comme Martin Fayoulou ne peut pas tuer le président de la République pour devenir président. Il ne va jamais accepter, il ne va jamais le faire. Mais Kamere, je suis convaincu, très convaincu même, que si on donne à Kamere la possibilité de tuer Félix-Antoine Tshisekedi pour qu'il devienne président de la République, il sera le premier qui va l'accepter. Il est prêt à trahir, il est prêt même à tuer pourvu qu'il devienne président de la République. Alors, vous comprenez, de par ces déclarations, ces agissements, ce qu'il fait, il montre, je ne sais pas, une duplicité vraiment. Il n'y a même plus de duplicité, ça se voit qu'il est en train de nourrir quelque chose contre le président. Il est en train de travailler avec les gens de AFC M23, Kagame, Katumbi, Kabila, Senko, etc. Ils travaillent ensemble contre le président. Alors, je vais finir par la déclaration de Trump sur Emmanuel Macron. Quelque chose de très intéressant, c'est que vraiment, vous savez, moi, je n'aime pas Trump. Et je trouve que c'est quelqu'un, je ne le connais pas, je ne l'aime pas. Ce n'est pas que je ne le connais pas, je ne l'aime pas parce que je suis ses déclarations. Mais quelquefois, il est vraiment sharp et il dit des choses tellement claires. Il dit ceci à propos d'Emmanuel Macron. Le président français en quête de publicité, et ça, c'est quelqu'un qui veut être vraiment toujours, il cherche de la publicité, Emmanuel Macron. Il fait tout pour être vraiment au milieu, pour qu'il reçoive de l'attention. C'est que vraiment, c'est un enfant qui a besoin de l'attention. Il retourne... il dit qu'il retourne de Washington il retourne du G7 pour à Washington travailler sur les cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Ça, c'est faux, il dit. Il ignore totalement pourquoi je suis en route pour Washington. Que ça soit volontaire ou non, Emmanuel Macron se trompe toujours. Emmanuel Macron se trompe toujours. Emmanuel Macron se trompe toujours, n'est-ce pas vrai? C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi nous, vraiment, par exemple, au niveau du Congo, là, on continue toujours à courir derrière les Emmanuel Macron. Il se trompe toujours. Il est toujours du mauvais côté. Il est toujours, la majorité des cas, il est toujours du mauvais côté. Tout simplement parce qu'il veut avoir droit au chapitre, il veut commenter, il veut faire quelque chose, il veut être au milieu. Alors, je ne comprends pas pourquoi vraiment...
notre gouvernement doit vraiment toujours se référer à la France. La France va être à perdition. Ils ont beaucoup de dettes. Ils ont beaucoup de dettes. La France pourra devenir la Grèce de l'Europe bientôt à cause de dettes. Mais Emmanuel Macron, il veut être au milieu de tout. Il veut vraiment... Non. Trump a vu juste, il voit toujours les choses vraiment... Je ne sais pas comment il a dit ça, je dois le répéter. Il voit les choses vraiment à sa façon, je ne sais pas. C'est faux. Que ce soit volontaire ou non, Emmanuel se trompe toujours. Il se trompe toujours. Et ça, c'est la vérité. Emmanuel Macron se trompe toujours. Il se trompe, par exemple, que l'Afrique est toujours vraiment la chasse gardée de la France. Non, ce temps-là est révolu. Il peut venir nous dicter, manipuler, les Fonia-Singh, les Denis. Non, ce temps-là est révolu. On doit dire à Macron, tu vois les choses vraies. Si tu te trompes, tu ne vois pas les choses claires, tu te trompes. On doit lui dire cela, il pourra comprendre. Surtout qu'on va lui dire ça en français. Alors, très chers frères et sœurs, merci et que le Seigneur vous bénisse.